This is the Sailing World on Waters report number 3, and it starts with Boris Herman's Malaysia, when being delivered to St. Malo, heard a loud bang from its foil. Has it hit something and is it serious? Foil downline just twisted up in its box, and so when we started loading out the foil, it broke through the carbon and just got a loud bang. It took us a while to work out what was going on, and so now we're just trying to work out how to sort it out so we can. Is this something critical? It could be. Yeah, it's what holds the foil down, so we'll have to see. Can you take up the rest of the downline? Yes, I'm coming. Can I pull from here? It's stuck in the ship box. Nico, is this a repair you can do on board? Yeah, I think we can fix it on board. Maybe we need to redo it properly in Saint-Malo, but we can fix it on board. We're trying to work it out, but we heard a loud bang. And we just like, what the fuck? We thought it was a rig, and then eventually took the foil case, and fixed it was that. So, do we cut the box out? Yeah, we've got the foil out. The foil line moves around and it's stuck in between bits of carbon, so I'm worried it will just keep damaging the rope. The best, I think, would be to try and pull it out, the one that's halfway through. 1 second. How do you do it? Hold on. Let's first check if it's correct now, because it's twisted. I think it doesn't. This one. It seems that this one. You see it's twisted, eh? Yeah, it's twisted. So maybe the first one is going in the middle, no? When you put the foil up and down, you need to make sure that the other line is tight, and I think we had some slack. So the down line went around the on foil and ripped the carbon out. First, I think we need to make this just to remove the carbon. It's useless and it's damaging the line. We could go and try and pull it through, take off the box, and then try and pull it through. But if we end up there'll be splinters in the rope everywhere now, and that will cut through the rope. You sound confident you can fix it. Yeah. Well, we will not do it now. If we had to, we could fix it. We have everything on board to fix it. But there's 14 knots of wind coming tonight, and we have 4 hours on the stack, so we take it easy. We keep the foil up, and then do a proper fix when we're in Saint-Malo. But it's a shame. The Rotterdam is in 1.5 weeks, and you don't want these kind of things happening now. It's good that we see it now instead when Boris is doing the Rotterdam. I thought something from the back, like from the series. I thought it was on the board side also. Yeah, I thought Then the I star think was in the back. So what made you think it was that? Because I checked the portfolio and I said, why not the starboard line? Just going around all the boats, what can go wrong with fight? That's the cover plate on the top. So I think that's what is pushing it, right? So the sheets are here. So normally, and the rope will go here. We are currently on the west part of Brittany, working our way up north. It's close to midnight. Let's go see how our two French sailors are doing. Nico, it's almost midnight. How are you feeling? Yeah, we are doing quite well. We slow down a bit because the wind is a bit strong and a bit unstable. The goal is to do a safe trip to Saint-Malo, so we furl the Gennaker and we just continue with a small jeep, kind of cruising, but at least it's quiet on board and we can take the time to check everything in the computers or in all the systems we have on board. Better safe than sorry. Yeah. Axel, I would like to know what is the challenge of sailing at night? Staying awake? No, I'm joking. No,
I think it's a bit hard because we cannot see as easily as in the daylight the other boats. So we really rely on all the instruments to have an eye outside. Pretty much everything is working. We still need to refine the spare compass that we installed last week. So we tried it on the first part of this sail and it did not really work well. So we have to find out why, but I'm pretty confident we will find out why. Prepare on starboard, and then we can. This is one way to wake up. Anchor on board. Now arriving along the coast of Saint-Malo, and we're being surrounded by a lot of fishing boats. So now Nico and Rosie that are on watch have to be really extremely careful, keeping a constant eye in front of them. Does it make your job harder right now, Nico, the fact that there's all these fishing boats? Yeah, we need to be very careful. I see one cardinal market for oh, that's scary. I just want to tie the foot line on the jet ski. So we are going to arrive in Saint-Malo roughly in 1 hour. And then we would like to hoist all the sails, unfurl them, check that everything is fine, leech line, things like that, and then furling them properly, quite tight. Put them in the bag, and then make sure that everything is fine with all the sails. And eat some breakfast. Next thing is some breakfast, right? Breakfast time of day. Croissant. Croissant. We've had a good night. We've seen some wind, like 20 knots, 25 knots. I just puked everything out. It's insane. We're flying, the boat is like 30 knots, crazy winds. It's like 2 in the morning, and then I decided to stick my head out to see how the guys are doing, and it's been a bad idea actually. But let's see your experience. There you go. And yes, the boat behaved well in these conditions, so it's nice. And Saint-Malo is closed, and I think for the whole team it was such a big push the past weeks to get the boat ready. The guys, they work overnight all the time, so yeah, I think we can be super proud and happy. I think Boris can go with confidence, and I think that's good. Bon appétit! Merci. Et bon appétit! Merci. It's twisted. What do you mean? You should pass it around the front. Yeah, but then I still. Hold on. No, it's fine. It's fine, Rosie. Because this one comes from above. So it's still sitting, this one's still sitting around the outside. I can put this on the other side if it makes it. Yeah, you see the hook? Anyway, it was fine how it was, but because it was still outside. Yeah. Rosie's mind is working in funny ways sometimes. Uh-oh, there's no wind. Parade starts at 3 p.m. 5 local time, okay. Yeah, we have a long time. We had quite bad sea state last night though. There's double. They'll double. Not super smart. We have a little bit of time on it, but not. Yeah, I agree. We don't go 2 hours downwind. We do maximum 30 minutes.
sharp. Sharp as a shark. I think I eat too much sugar in my breakfast. We're cutting the leech line. Maybe you can just show it quickly, William. So on the back of a sail is like a little line that goes all the way up. And you can see it here. And Will, the hero, he went up there when the sail was up and he made it a bit more tight. So now we said, okay, this is like it is, and now we cut it so we don't have like a super long leech line left over. It's just little details, and but it's good to do. And now we put the J0, the Joe. Yo, and then we do the same. And Nico is doing a single hoist. He's having a very good morning. Uno, dos. 1, 2. Okay. Oh, I'm always afraid of breaking my leg when shit like this is coming down. I like the new system. It's working pretty well. Take up the slack of the green footing line, please. Can we go a bit more in on the J2? Then I can reach it from here. Oh yeah, if we bring it in, I can stay on the deck. Well, this is too slippery for me. Yeah, for sure we need to cut this when it comes down. Okay, happy? It's as tight as possible. C'est top parce que ça va vite, c'est extraordinaire parce que ça va vite. On est tout le temps à un niveau de tension permanent. Une course réussie, c'est une course dont tu franchis la ligne d'arrivée. Même si je suis tout seul à bord du bateau, c'est un véritable travail d'équipe. C'est vraiment quelque chose de très collectif. Ouais.
je suis Jean-Luc Gauthier, je suis contrôleur course au large et donc membre des arbitres de la Fédération française de voile. Nous sommes en charge donc du contrôle du matériel de sécurité, tout le matériel de sécurité que l'on vérifie en fonctionnement et bien sûr en pesant. Il y a toutes les balises, il y a les radeaux, il y a les gilets, on vérifie toutes les fonctions de ce matériel. Ça s'est très bien passé hein, puisqu'on a quasiment tout terminé. Aujourd'hui, je vous emmène à l'hôpital Marie-Lannelongue. C'est un hôpital que j'ai déjà visité plusieurs fois avec mécénat chirurgie cardiaque. Et j'ai eu de la chance de rencontrer les équipes formidables qui sont très impliquées. On va rentrer dans l'hôpital et là, c'est masque obligatoire. On y va. Bonjour. J'ai la chance d'être avec Régine Hussin, qui est une chirurgienne cardio-pédiatrique, c'est comme ça qu'on dit. Absolument. On a la chance d'être dans un pays riche où on a la chirurgie cardiaque que l'on peut exercer, ce qui n'est pas le cas malheureusement des enfants pris en charge par mécénat qui n'ont pas la chirurgie cardiaque dans leur pays parce que ça coûte cher et qui n'ont pas le développement du diagnostic prénatal. Et donc, eux, ils sont pris en charge vraiment beaucoup plus tard. C'est un peu révoltant de se dire il est né dans un pays, il n'a pas eu de chance, où il n'y a pas la possibilité de le soigner. Oui. Maintenant, dans beaucoup de pays, on peut aussi avoir des scanners, des enfants. Donc, mécénat reçoit tous ces documents, les échographies, le scanner. On peut faire reconstruire, parce qu'il y a un partenariat avec Visible Patient, où on fait reconstruire en 3D certaines anomalies. Ce qui permet de discuter au staff médico-chirurgical de mécénat les dossiers des patients avec des examens objectifs et de savoir si on va prendre en charge cet enfant, qu'est-ce qu'on va lui faire et qu'est-ce qu'on va lui proposer. Donc bien en amont. Et ça, c'est très bien. La limite de la chirurgie cardiaque, c'est le poumon. Et le cœur et le poumon sont évidemment indissociables. Et quand nous faisons venir des enfants, dans un certain nombre de cas, on se pose la question de savoir si le poumon va nous autoriser à une chirurgie. Tous les enfants suivent à peu près le même parcours et la première étape, c'est cette consultation préopératoire. Coucou. Elle est arrivée quand? Hier. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Oui. Et elle vient d'où? Elle vient du Congo. C'est là où peut-être parfois le plus stressant puisque les enfants ils viennent d'arriver depuis leur pays. Et là, ils sont un peu perdus. Parfois, ils n'ont jamais vu d'hôpital et ils ne parlent pas la langue. Ils voient les gens blancs. Ils ont très peur. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Là, on va lui faire l'électrocardiogramme. Et on prend un petit canard. Où je vais le coller, le petit canard? Regarde. Bah, ça fait beaucoup de choses. Ça fait, elle n'est pas opérée, loin de la famille, loin de... Ouais. Ça fait énormément, ça fait beaucoup. Enfin, c'est des journées très chargées pour eux quand ils viennent chez nous. Ouais. Vraiment, émotionnellement et physiquement, enfin pour tout le monde, même pour la famille d'accueil, etc. C'est là où c'est très important que les équipes ils adaptent pour aider ces enfants-là à passer ce moment très difficile et très stressant. On écoute un peu de musique, ma belle? C'est chouette cette musique, hein? Voilà. Oui, mais c'est louche quand même. Je pense qu'elle a très bien compris que... c'est les lapins qui sont... Oui, j'avais raison. C'est les lapins. Il y a la famille lapin qui est restée. Oui. Et du coup, on a un traitement. Et son premier bilan avec le cardiologue pour tout contrôler avant son opération qui va être la semaine prochaine, je pense. Donc, si on peut avoir le maximum d'informations d'emblée,
on va plus vite sur l'attitude à avoir par la suite. Et plus on a d'infos, et moins on doit être invasif dans les autres examens. Surtout qu'elle n'ait pas peur. Le but, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pour nous, oui, mais aussi pour elle, qu'elle n'ait pas peur et que ça se passe bien. Pas grand chose, en fait, il est arrivé, il n'était pas sevré. Et tu vois, en fait, il est tout le temps comme ça. Sa maman est aveugle. Ah ouais? Ouais. Donc en fait, il est tout le temps dans les bras, je pense. Ah Ce oui. qui fait que c'est un koala. Il va chez tout le monde, en fait, mais il est tout le temps dans les bras. En fait. Ouais. Donc lui, il est dans un âge quand même où il est pris à un âge correct pour sa pathologie. Ok. Donc ça lui donne plus de chance. Et après, son cœur est réparé et il mène une vie normale. Là, je lui ai fait le bain pour la prépa de bloc. Ça y est, il est tout prêt. Je pense que lui, il était servi, il n'a jamais vu à l'hôpital. Non. Du coup, maintenant, vous êtes soignante, mais aussi vous êtes pour lui un peu On est un peu un repère pour eux, pour les accompagner, pour que tout se passe bien. C'est parti, le mandat, monsieur. Donc là, c'est parti pour descendre au bloc. Je suis Anne, nationale anesthésiste. Qu'est-ce qui se passe en fait pour lui? Alors on essaye d'établir un contact avec le petit, que ce soit assez ludique et tout ça. Et parfois il parle pas français. C'est ça, donc c'est vraiment, voilà, on essaye de voir d'où il vient, on essaye de faire au mieux en fait. Et voilà, et puis après, on va l'endormir. Et puis après l'intervention peut commencer, et puis après c'est nous qui l'amenons en réa, et puis on passe le flambeau sur de réa. J'avais peur qu'il n'y ait pas ce contact humain et cet amour. Et pour moi, c'est ça qui est le plus rassurant, de voir ces équipes. Tu vois qu'ils prennent le temps avec chaque enfant, qu'ils font des câlins, qu'ils le rassurent. C'est un honneur d'être invité à assister à une opération comme ça. Incroyable de voir un cœur qui est arrêté, la ligne qui est pleine. Ensuite, il va aller en réanimation, comme tous les enfants qui sont opérés dans le service. On va le laisser dormir bien pendant au moins 24 heures. Et ces équipes-là qui sont cachées, parce que le public ne les voit pas. Ils sont très sensibles à ça. On sent au niveau des équipes des services, ça leur fait plaisir. Et c'est comme si c'était aussi une bouffée d'oxygène pour eux dans leur quotidien. Et ils aiment beaucoup le mécénat. Ça fait du bien au service. Ouais. On se rend utile. Là, on est vraiment dans les coulisses de l'hôpital. On va aller dans la unité de réanimation. Ces équipes travaillent 24/24 à surveiller les enfants chaque minute. Ils arrivent du bloc au début, donc ils sont endormis. Voilà, on est très présent en réanimation. On a une infirmière pour 2 patients, donc il veut dire qu'on passe beaucoup de temps auprès de nos 2 patients parce qu'ils demandent une surveillance importante. On est à l'affût, on est sur le qui-vive. Alors quand c'est pas des alarmes, c'est cliniquement qu'on regarde. Donc on regarde l'aspect, le comportement, comment il réagit et comment il peut nous montrer qu'il y a un signe d'alerte qui fasse qu'on réagit assez rapidement. On surveille comme le lait sur le feu. Et en fait, c'est vrai que voilà, les mécénats, ils n'ont pas leur famille qui est présente avec eux, donc parfois ils ont besoin d'être plus rassurés que les autres patients. Et on est là, on est une équipe pour justement prendre en soin aussi l'anxiété des patients mécénats. On essaye au maximum de détacher une personne pour qu'on soit un peu plus dans le soutien émotionnel et les aider à leur mettre des vidéos, des petits jeux. On a aussi les familles d'accueil qui nous donnent des renseignements sur leurs habitudes, ce qu'ils aiment. On essaye de trouver sur internet un petit peu ce qui les accroche le plus, ce qui leur rappelle chez eux,
pour qu'ils soient un peu plus à l'aise possible en fait. Quand les familles d'accueil ne peuvent pas venir, nous fréquemment ce qu'on fait c'est que on les balade en poussette, on les garde avec nous, ils viennent même manger avec nous, on leur met des films avec nous, on essaye de les inclure au maximum pour pas qu'ils se sentent tout seuls quoi. C'est enrichissant en fait d'avoir des enfants qui viennent de partout dans le monde. Je me souviendrai toute ma vie, j'ai donné une douche à un enfant pour le préparer pour aller au bloc, mais choquée de l'eau qui coule de la douche. Et à pas savoir quoi faire, à pas savoir s'il fallait y aller ou pas. Donc ça a été tout un accompagnement particulier, mais il y en a plein qui connaissent pas les choses, la lumière qui s'allume, les choses pour nous qui sont banales quoi, et pour eux pas du tout. Et quand on a les mécénats, on se sent 2 fois plus utile au fait. C'est vraiment dire voilà, j'ai servi à quelque chose au fait. J'ai contribué à quelque chose dans cette chaîne de la vie. Et je trouve ça extraordinaire. Et ça va pour la langue, comment vous faites si ils parlent pas français? Des signes, des dessins. Puis on arrive toujours vraiment à trouver. Ils ne parlent pas français quand ils arrivent, mais quand ils repartent, ils savent parler français. Donc vous êtes aussi enseignante. Voilà, c'est ça. Vous enseignez. Donc voilà, l'hôpital Marie-Lalonde reçoit beaucoup d'enfants de mécénat chirurgie cardiaque. Et moi, je voulais savoir un peu comment ils arrivent à gérer tous ces enfants et pourquoi ils ont envie d'aider l'association autant. Il y a à peu près combien d'enfants de mécénat sont opérés par an? Une petite centaine. Une petite centaine. Donc ça fait... ça fait 2 par semaine. Oui, ça fait quand même 2 par semaine. C'est pas mal. C'est un planning compliqué. Et surtout, le travail que fait Mécénat Chirurgie Cardiaque dans l'étude des dossiers, dans l'analyse des dossiers, pour savoir quel enfant il va envoyer à tel ou tel centre en France, ce travail-là est fondamental parce qu'on n'a pas de surprise, sauf si la nature en décide autrement. Mais on n'a pas de surprise quand les équipes prennent en charge un patient de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et ça, c'est très très important. Le mécénat suit très bien les patients. Une fois qu'ils sont opérés et qu'ils retournent dans leur pays, il y a un suivi parce qu'il y a des correspondants de mécénat, des cardiologues du pays. Ces médecins qui sont parfois au fin fond de pays où il n'y a pas grand-chose, et on arrive à échanger et à guider. Donc la téléconsultation avec Camille pour informer le médecin au pays. C'est quand même un grand pas en avant. Et elle a été opérée le 13 juillet, je crois, qui est... Ah ouais, c'est toi. Ça lui a permis d'être transformée cliniquement. Pas encore examinée, mais elle a une saturation à la dernière consultation à 96%. C'est toute une chaîne. Nous, on n'est qu'un petit maillon de la chaîne. Et puis, il y a toute la chaîne de prise en charge par l'équipe de mécénat, par les familles d'accueil, ici par les soignants, après par le Château des Côtes, pour chez nous qui les reçoit en post-opératoire. Cette liste-là, il y a plein de noms de tous les enfants qui ont déjà été opérés ici à Marie-Lalonde avec mécénat chirurgie cardiaque. Pour opérer un enfant, ça coûte 12 000 €. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vos dons. Et c'est pour ça aussi, chaque fois, je fais une grande course. Mes partenaires, ils donnent de l'argent pour financer ces opérations-là. Donc, on y va pour un clic, un cœur.